partir de 2015, nous avons eu à Paris un afflux très important de réfugiés, avec de très nombreux réfugiés qui se sont retrouvés à dormir sur le trottoir au métro La Chapelle, sur la ligne 2 du métro. À ce moment-là, ça a été pour beaucoup d'entre nous une forme de déclic, c'est-à-dire que nous avons considéré que la ville de Paris, même si ça ne relève pas de sa compétence, devait se mêler de cette question de l'accueil des réfugiés parce que nous ne pouvions pas continuer à avoir des centaines de personnes qui vivent dans des conditions aussi indignes. Et c'est à partir de ce moment-là que la ville de Paris a développé un programme d'accueil dédié aux réfugiés visant à faire en sorte qu'ils puissent être accueillis dignement dans notre ville. Il y a eu un double rôle de la société civile. D'abord, un rôle d'interpellation des élus, c'est-à-dire qu'au départ, ce sont des associations, des habitants qui nous disent « faites quelque chose ». Et puis par ailleurs, une fois que la ville a commencé à déployer son plan, il y a eu un rôle de la société civile, des habitants, des associations qui ont prêté main forte aux initiatives municipales qui ont parfois complété l'action municipale. Je vais vous prendre un exemple, c'est l'hébergement solidaire. La ville de Paris, elle a créé ses centres d'hébergement, elle a créé des lieux d'accueil en partenariat avec l'État, mais il y a aussi eu des gens qui ont prêté leur appartement, ont prêté une chambre, ont accueilli des gens chez eux et ont prêté main forte à la solidarité à l'échelle de notre territoire. Il y a un engagement très fort de la ville de Paris depuis très longtemps qui remonte historiquement à l'accueil de boat people, à un intérêt pour la question migratoire et la volonté que la ville soit une ville monde, une ville d'intégration des différentes cultures. Ça date pas de 2015. Il y avait déjà eu par contre des problématiques fortes pour des populations arrivant sur le territoire parisien en situation de grande vulnérabilité et qui étaient souvent intra-Union européenne. Par exemple, la problématique, ou en tout cas le thème à Paris de l'intégration et l'arrivée de Roms, de populations donc issues de pays de l'Union européenne. Dès 2015, il y a une attention très forte au campement, une volonté de pouvoir répondre en complétant le plus possible l'action de l'État et au fur et à mesure une définition de par le travail collaboratif de la ville, de ses différentes directions, du secrétariat général, du cabinet politique, des cabinets d'adjoints, du cabinet de la maire, etc. Une volonté d'avoir une pensée un peu plus structurée et qui dépasse l'urgence de la part de la ville. En 2015, la nouveauté, c'est la ville de Paris est très engagée sur le fait de faire preuve d'humanité face à des populations qui peuvent prétendre à l'asile et qui sont des populations globalement peu connues dans cette échelle-là à Paris. Je pense en particulier aux communautés qui étaient très peu connues sur le territoire parisien, comme les Érythréens, les Soudanais et dans une moindre mesure les Afghans. Ils avaient déjà été présents à Paris, ils étaient déjà présents en tant que communauté à Paris, mais peu à cette échelle de volume très important. Les campements se développent et à partir de 2015, on a un phénomène qui est un phénomène jamais vu à Paris précédemment, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des campements composés de plusieurs centaines et par la suite de plusieurs milliers de personnes qui vivent en situation de campement dans Paris. La spécificité en plus, à l'époque en 2015, c'est que ces campements, ils se situent, si je puis dire, alors tous, à part un qui sera dans le 13e arrondissement au niveau de la Cité de la Mode, tous se situent dans le nord-est parisien et tous se situent dans Paris, dans la ville, en pied d'immeuble, en plein centre-ville. Moi, je voudrais partir de là, parce que c'est vraiment ça le phénomène spectaculaire qu'on rencontre à l'époque, auquel nous, on n'était absolument pas préparés, qu'on n'avait jamais vu. De mon côté, moi, je suis arrivée en tant qu'humanitaire parce qu'il y avait une deuxième prise de conscience de la ville qui était on ne connaît que très très mal les populations qui arrivent sur le territoire parisien. Au départ, on a
très fortement, la ville a pensé qu'il s'agissait principalement de Syriens, puisqu'on était dans la suite de la crise et de la guerre en Syrie, de la photo du petit Thaïlande sur les plages en Turquie, et de la prise de conscience d'une problématique vraiment aux portes de l'Europe, qui était une problématique immense en termes d'accueil d'exilés. En fait, la communauté syrienne a été très rapidement prise en charge par la communauté syrienne préexistante et par les moyens de l'État. Elle a aussi peut-être été plus encline que d'autres communautés à se répartir sur le territoire français. Et donc ça a été finalement assez peu une communauté présente en termes d'urgence immédiate sur les campements parisiens. Et là, vers l'été 2016, donc en même temps que la ville met en œuvre son plan d'accueil et d'intégration des exilés à Paris, donc le plan de la communauté parisienne pour l'accueil des réfugiés, et que la ville réfléchit au projet du centre de premier accueil, la ville décide également de s'outiller avec un profil, à commencer par un profil, qui connaissent ces populations, soit dans leur pays d'origine, soit dans leur pays de transit. Et c'est comme ça que moi j'ai répondu à une annonce sur un chargé de mission migration à la ville, où la recherche de la ville était de chercher un profil humanitaire, ayant connu un travail dans l'humanitaire. Donc moi j'ai travaillé 4 ans en Afghanistan, j'ai travaillé au Soudan, j'ai travaillé aussi en lien très fort et en présence assez forte, assez longue en Irak. Donc je connaissais une partie de ces populations de par leur parcours de migration ou leur pays d'origine. La ville de Paris se disait: il y a des populations qui sont sur le territoire qui ne sont pas du tout les publics à la rue que nous avons connus jusqu'à présent. Ce sont des personnes qui n'ont pas des parcours de rue longs, ce sont des personnes qui n'ont pas de parcours d'exclusion long, ce sont des personnes qui n'ont pas de problématiques de santé mentale, santé physique, addiction, etc. Ce sont des personnes qui sont en forme et qui veulent travailler, qui veulent au contraire au plus vite s'insérer. Leur levier ou leur frein pour l'intégration, ça va être la langue, ça va être la compréhension des codes du pays de l'accueil et ça va être évidemment l'accès à un statut administratif clarifié suite à leur dépôt de demande d'asile. Moi, je pense que les villes doivent exercer un leadership parce que c'est sur leur territoire que ça se passe et ce sont leurs citoyens qui, demain, auront besoin d'elles. Et donc, de la même manière qu'une ville, elle se préoccupe du bien-être de tous ses citoyens, qu'elle veut que tous les enfants puissent apprendre et réussir à l'école. Elle veut que toutes les familles puissent s'épanouir, elle veut que toutes les personnes âgées puissent vieillir dignement. Dans toutes ces situations que je viens de décrire, il y a des personnes qui ont connu un parcours migratoire, il y a des personnes qui peut-être sont arrivées depuis pas très longtemps et pour lesquelles il faut adapter notre action pour qu'elle leur soit accessible et qu'elle réponde à leurs besoins. Dans le cadre de cette stratégie, on a rapidement identifié déjà un besoin qui est absolument évident, c'est celui de pouvoir rentrer en communication avec ces personnes et donc de pouvoir dialoguer, de pouvoir parler un langage commun. On va déjà recruter des traducteurs. Et là, ce qui est intéressant, en fait, c'est que où va-t-on les trouver ? On va les trouver sur le terrain parmi les migrants. Et d'autre part, début 2016, dans le cadre de la stratégie, on crée un poste de coordonnateur migrant qui vient d'une association, qui est quelqu'un qui vient d'une association spécialisée sur les questions d'action humanitaire et qui va nous permettre un peu de structurer, de spécialiser notre intervention en rue auprès des publics migrants, toujours autour de cette question d'accès aux droits fondamentaux et d'orientation vers ces droits fondamentaux. Je précise également que on a aussi à l'époque créé un poste de coordinatrice famille qui va aussi nous être très utile sur cette question du travail avec les publics migrants, dans la mesure où l'une des principale caractéristique aussi de ce nouveau phénomène de rue et de cette crise migratoire, c'est qu'on a très massivement et très majoritairement présent des hommes isolés, mais on a également
à hauteur de 10% à peu près, une population très particulière qui est la population des vulnérables, les femmes isolées, les femmes enceintes évidemment, mais également les familles, avec parfois des compositions très importantes et des enfants de tous âges, dont certains ont très bas âge. Donc là aussi, on va avoir besoin de mettre en place une intervention spécialisée avec, pour le coup, de l'orientation vers de l'hébergement, si possible, immédiat. On ne laisse pas les familles dormir en campement. Ce sont des lieux d'insécurité. Et donc, ça sera aussi un des gros enjeux pour nous, c'est d'avoir une action ciblée sur ces familles. Comment on arrive à les orienter tout de suite vers de l'hébergement. L'un des grands enjeux, ça va être dans la stratégie d'intégrer une offre spécialisée. Charge à nous après, dans notre travail de rue, d'orienter les personnes migrantes vers cette offre spécialisée qui va être mise en place par la ville et dont le premier outil va être la création d'une maraude commune entre Emmaüs d'une part et France Terre d'Asile d'autre part. Et là, ça va vraiment être ça l'une des offres essentielles de la stratégie, c'est aller, offrir sur les lieux de campement l'orientation vers l'asile via des intervenants spécialisés qui vont être France Terre d'Asile. Donc ça va être ça, notre rôle, ça va être d'être un peu des thermomètres de ce qui se passe sur le terrain et des besoins des personnes en situation de rue. Le centre d'action sociale de la ville de Paris, c'est un peu le filet de sécurité sociale, municipale pour les Parisiens. Donc c'est un ensemble d'établissements et d'antennes qui sont sur tout le territoire parisien avec des services pour les personnes âgées, pour les personnes modestes, pour les personnes sans domicile fixe. On a retenu, disons, 4 grands axes pour travailler. Le premier, ça a vraiment été de former nos personnels, que nos personnels sachent quels étaient les besoins des familles migrantes, qu'ils aient la capacité à comprendre ce qui était possible pour elles, qu'ils sachent comment comprendre leurs besoins et comment y répondre. Et là-dedans, je mettrais aussi tout ce qu'on a mis en place en termes d'interprétariat et juste de choses qui permettent de dépasser la barrière de la langue. Ensuite, on a mis en place ça c'est le premier grand axe, donc vraiment former les personnels. Le deuxième, ça a été de rendre les services accessibles pour tous. Donc là, on va retrouver la problématique d'interprétariat, d'avoir des supports en plusieurs langues ou alors en français facile à comprendre, voilà, de rendre nos supports accessibles, mais aussi toute la problématique de se rendre auprès des associations, d'être connu des associations et des partenaires pour qu'ils puissent nous orienter des personnes, pour qu'ils sachent eux, quels étaient les services qu'on proposait et qui puissent les rendre, accompagner les personnes vers nous. Troisièmement, on a mis en place des actions qu'on a voulu innovantes, des actions qu'on a voulu vraiment spécifiquement adapter aux besoins des personnes. Alors ça peut être l'apprentissage du français. On s'est beaucoup mis en lien avec des lieux qui dispensaient des cours de français, notamment pour les familles qu'on accueillait dans des centres d'hébergement pour des personnes sans domicile fixe. Mais on a aussi mis en place des actions autour du sport, de la culture, voilà, des choses dont les personnes avaient besoin mais qu'elles ne savaient pas comment aller chercher. Expliquer qu'il y a une bibliothèque dans chaque quartier, que c'est gratuit, que n'importe qui peut y aller, qu'on peut emprunter des disques, des livres, des films. Voilà, tout ça, c'est hyper important. Et c'est des choses qu'on n'a pas forcément besoin de faire lorsque les gens connaissent. Mais là, c'était des familles qui arrivaient, elles ne connaissaient pas. Ça avait vraiment du sens de les accompagner autour de ça. Et puis, quatrième grand axe, on a voulu partager, on a voulu plaider pour les besoins de ces personnes, pour la nécessité de les accueillir bien. On a en fait tout un pan de notre action qui consiste à être dans des réseaux avec d'autres villes, à la fois pour développer des positions communes, pour défendre le fait d'avoir des politiques d'accueil qui soient généreuses et qui soient bien faites et qui accueillent bien les personnes, et aussi pour échanger entre nous sur les bons outils et les bonnes pratiques et les bonnes manières de faire. J'ai regardé aussi comment fonctionnaient d'autres pays. Donc évidemment, c'est jamais totalement comparable parce que le partage des compétences, le partage des pouvoirs entre l'État, les régions, les départements, les villes n'est pas le même en Suède, en Italie, en Grèce, en Allemagne. Mais quand même, il y avait des choses dont la ville de Paris pouvait s'inspirer. Et puis, j'ai aussi essayé au maximum de diffuser l'information à tous les niveaux de la ville, c'est-à-dire au niveau politique, d'expliquer le parcours d'exil d'un Afghan. Ça fait comprendre ce qu'il a vécu et donc ça fait comprendre ses besoins quand il arrive dans un pays comme la France. Donc d'essayer à tous les niveaux et de manière très descendante et montante, nourrir
une meilleure connaissance de ces populations, parce que ça, je pense que c'est clé à tous les niveaux d'une ville, pour pouvoir adapter les manières de faire. Ça, c'est de la part des professionnels et de la part des politiques pour pouvoir faire des choix qui soient les plus efficients, efficaces possibles pour ces populations, pour l'intégration de ces populations. Je pense qu'il y a un peu des réflexes à avoir et des thématiques à aborder. Peut-être je les résume en quelques points. D'abord, dans les réflexes à avoir, je pense qu'il y a le fait d'avoir le regard le plus ouvert possible. Pensez en tant que ville à regarder vos interlocuteurs à tous les niveaux, c'est-à-dire l'État, la région, selon le pays où vous êtes, le land, la province, etc. Vos sociétés civiles, y compris les sociétés civiles qui ne s'organisent pas en association, mais les sociétés, les groupes de citoyens, les quartiers. Voilà, ça c'est vraiment des forces et qu'il est important de confronter, de mettre ensemble autour de table pour élaborer de la manière la plus participative possible. Ça, je pense que c'est vraiment un élément clé qui fait qu'une stratégie d'intégration sera vraiment appropriée à tous les niveaux de votre ville, et y compris, évidemment, je ne le dis pas, mais c'est l'éléphant au milieu de la pièce, d'intégrer évidemment aussi des usagers, c'est-à-dire des personnes qui ont eu un parcours de migration, voire d'être déjà de la seconde génération, mais qui peuvent apporter une voix de quels ont été pour eux les freins au départ à l'intégration dans votre ville. Ensuite, il y a le fait d'avoir vraiment ce réflexe de ne pas s'arrêter au temps court des premières semaines ou des premiers mois sur le territoire, mais bien de penser le temps long. Qu'est-ce que sera le parcours de cette personne dans 1 an ou 2 ans dans notre ville, et dans 10 ans, les enfants, la scolarisation, etc. Donc de vraiment penser le plus largement possible à l'intégration, qui doit être d'une certaine manière un thème totalement transversal dans l'organisation de vos villes. Ça ne doit pas être un département ou un service dédié à cette question, mais bien l'infusion d'une réflexion à tous les niveaux de la ville. Et enfin, évidemment, à la mesure des moyens, essayer d'être le plus outillé possible. Donc là, évidemment, ça dépend des moyens de chacune des villes, mais je pense que même avec peu de moyens, humains, financiers, logistiques, on a vu des villes faire des très très belles choses en termes d'intégration. Je pense par exemple aux conseils municipaux de citoyens extraterritoriaux. On peut être citoyen d'une ville. On a aussi des villes qui ont mis en place des cartes de citoyenneté qui donnent accès à des services qui permettent de se sentir faire partie d'eux. Et que ça, c'est vraiment un élément très structurant. Notre feuille de route, elle tient pour moi en 3 axes. D'abord, continuer à accueillir dignement, donc continuer à assumer notre rôle d'accueil, et nous avons bien l'intention de le faire. Deuxièmement, faire en sorte de mieux équilibrer à l'échelle du territoire parisien les dispositifs à destination des réfugiés. Moi, je suis attaché à l'idée que l'ensemble du territoire parisien, y compris d'ailleurs les quartiers les plus huppés, doivent aussi prendre leur part à la solidarité. Donc ça, c'est un effort que nous commençons à engager avec l'ouverture d'une halte humanitaire au cœur de Paris, juste à côté du musée du Louvre. Et puis troisièmement, l'intégration. Il faut accueillir, mais il faut aussi intégrer, permettre à ces hommes et à ces femmes, pas seulement d'avoir un toit sur la tête, mais aussi de finir par devenir des Parisiens, des Français, avec un gros axe autour des enjeux de l'alphabétisation. Parce que l'apprentissage du français, je le dis aussi comme ancien prof de français, c'est la première étape de l'intégration.